Bonjour à tous, Laurence Olivier, journaliste à 60 millions de consommateurs. Bienvenue sur notre Facebook Live, Placement, les clés pour bien investir. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Corne de l'Autorité des marchés financiers. Bonjour Florence. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, je vous rappelle le principe du live. Vous nous posez vos questions et nous répondons en direct. Mais sans attendre, Florence, j'ai une première question pour vous. 15 000 euros. Et même plus de 15 000 euros, c'est le montant moyen que les Français détiennent sur leur compte courant. Leur question, que faire de cet argent? Le laisser dormir? Sans doute pas. Le placer? Oui, mais où, Florence? Alors, je dirais qu'il faut d'abord définir le montant dont vous pouvez avoir besoin à court terme et laisser cet argent sur votre compte courant. Et ensuite, épargner les sommes dont vous n'avez pas besoin à court terme pour vos dépenses courantes. Il faut d'abord se constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est une épargne pour les imprévus, les coups durs, la voiture, la machine à laver qui tombe en panne, mais aussi ça peut être des coups de cœur. Vous avez flashé sur, je sais pas, un nouvel ordinateur par exemple. Et cette épargne de précaution, elle doit rester disponible. Donc il faut la placer sur des livrets d'épargne. Et en général, on considère qu'il faut avoir 3 à 4 mois de revenus sur cette épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Et donc, une fois cette épargne de précaution constituée, et s'il vous reste encore de l'argent, vous pouvez placer votre épargne sur différents produits et même l'investir. D'accord. Donc, vous semblez faire un distinguo entre épargner d'un côté et investir de l'autre. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu, Florence? Oui, alors épargner, c'est plutôt mettre son argent sur des produits qui sont des produits sans risque. Donc, ça va être les livrets d'épargne, le plan d'épargne logement, les comptes à terme, l'assurance vie en euros, c'est-à-dire des produits où vous avez une garantie du capital, donc vous ne perdrez jamais l'argent que vous avez versé dessus, et puis même parfois une garantie de la rémunération. Investir, c'est placer son argent sur les marchés financiers, donc avec un risque de perte en capital, et donc le plus souvent il y a aussi la rémunération qui n'est pas garantie, même s'il peut y avoir des produits un peu spécifiques. Donc par exemple en mettant son argent sur des actions, des obligations ou encore des fonds. D'accord. Alors justement, on sait qu'actuellement, le taux d'épargne des Français a atteint des sommets. C'est inégalé du jamais vu depuis les années 70. Ils mettent de côté à peu près 19% de leurs revenus. C'est quand même considérable. Donc on peut imaginer que sa fameuse épargne de précaution, ce matelas de sécurité est déjà constitué. Donc ils peuvent commencer à envisager d'investir. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut, à partir de combien on peut se lancer? Est-ce que 50 euros ou 100 euros par mois, ça suffit pour se lancer dans les investissements? Oui, bien sûr. En fait, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent pour commencer à investir. On peut commencer avec des petites sommes, y compris avec des petites sommes mensuelles, en investissant régulièrement. C'est une bonne pratique que d'épargner ou d'investir régulièrement. Ça permet en fait de se constituer un capital petit à petit, de façon le plus souvent indolore. Et en fait, avec les intérêts ou le rendement, il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc vous voyez la boule que l'on roule dans la neige et qui va grossir petit à petit parce qu'en fait, les intérêts vont produire eux-mêmes des intérêts. Et quand on investit sur les marchés financiers, le fait d'investir régulièrement, ça permet de ne pas toujours investir au plus haut, car on va investir à des moments qui sont différents. D'accord, mais en pratique, on s'y prend comment, Florence? Alors déjà, c'est une fois que l'épargne de précaution est constituée, comme on l'a dit, il faut d'abord définir ses projets d'épargne. Est-ce que vous voulez acheter une maison, financer les études de vos enfants, préparer votre retraite par exemple? Parce que ça va permettre de définir la durée pendant laquelle vous n'aurez pas besoin de votre argent, de votre épargne, et c'est ce qu'on appelle l'horizon de placement. C'est aussi important ensuite de définir le risque que l'on est prêt à prendre. Vous pouvez envisager sur une partie de votre épargne de prendre des risques, alors un peu, moyennement ou beaucoup, pour avoir un rendement supérieur. Bon, à moins que vous soyez totalement riscophobe. D'accord. Mais si on en résumait, quels sont les principaux critères à prendre en considération avant de choisir un support, enfin un produit de placement plutôt qu'un autre? Alors, les éléments que je viens de mentionner, en fait, ils vont vous guider. Suivant votre horizon de placement, différents produits seront adaptés ou non. Si je reprends par exemple l'exemple d'un achat immobilier, si vous voulez acheter un appartement dans 3 ans, ça sera une durée trop courte pour investir sur les marchés financiers. Si par contre vous avez 10 ans devant vous,
là, vous pouvez l'envisager. J'ai parlé de risque. Votre tolérance au risque, elle va vous aider. Et pour certains placements, vous avez notamment un indicateur de risque qui vous permet donc d'estimer le niveau de risque du placement et qui va vous aider à choisir un placement plutôt qu'un autre. Et enfin, vos connaissances et votre expérience en matière d'investissement sont également là pour vous guider, et notamment parce qu'il faut investir dans un placement que l'on comprend. Donc pas forcément un placement dans lequel on est déjà investi, mais sur lequel on s'est renseigné et dont on comprend le fonctionnement. Oui, la connaissance, c'est toujours la clé. Alors, si on prend une checklist des bonnes questions à se poser avant de se lancer, ça serait quelles 4-5 questions clés à se poser? Je dirais qu'il y a 4 grandes questions. La première, c'est déjà, est-ce que j'ai une épargne de précaution suffisante et disponible? La deuxième, c'est quels sont mes projets et à quelle échéance? La troisième, c'est quels risques je suis prêt à prendre? Et enfin, la cinquième, c'est quelles sont mes connaissances et expériences. Et d'ailleurs, risque, connaissances, expérience, c'est ce qui permet de constituer le profil investisseur. D'accord. Alors tous ces points paraissent quand même essentiels. On va prendre le temps de les détailler avec vous un par un. Premièrement, vous nous dites qu'il faut déterminer ce projet d'épargne. Que faut-il comprendre exactement? En fait, il s'agit de vos grands projets de vie pour lesquels vous aurez besoin d'une somme d'argent importante pour pouvoir les réaliser. Donc, c'est ce que j'ai notamment évoqué tout à l'heure, l'achat d'un bien immobilier, le financement des études des enfants, la préparation de la retraite ou encore la transmission d'un patrimoine à vos enfants ou à vos petits-enfants. Donc, vous allez consacrer une partie de votre épargne sans y toucher et pendant plusieurs années dans le but en fait de la faire fructifier pour pouvoir réaliser ce projet. C'est très clair. Donc vous indiquez aussi qu'il faut être au clair sur son horizon de placement. Et là, on entend quoi par horizon de placement? Alors, c'est la durée pendant laquelle vous n'aurez pas besoin de votre argent et donc vous pourrez le conserver sur un produit financier. Ça correspond à l'échéance de réalisation de votre projet. Si je prends un exemple concret, si vous voulez préparer les études de votre enfant, et qui va passer son bac dans 5 ans et donc qui commencera ses études supérieures dans 5 ans, c'est l'échéance de réalisation de votre projet. Un autre exemple, vous serez à la retraite dans 10 ans ou 20 ans, vous voulez préparer votre retraite, eh bien 10 ans ou 20 ans, c'est votre horizon de placement. D'accord. Alors le troisième point qu'on avait évoqué, le fameux profil investisseur, et là, ça veut dire quoi? Alors, profil investisseur, c'est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle votre tolérance au risque. Et donc, c'est la somme que vous seriez éventuellement prêt à perdre. Quand on doit disposer d'une épargne de précaution, donc d'argent disponible, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça implique de ne pas prendre de risques. Mais quand on a du temps devant soi, et notamment pour un investissement à long terme, alors long terme, c'est en général plus de 10 ans, le court terme, c'est moins de 3 ans, le moyen terme, c'est 3-10 ans, et le long terme, c'est plus de 10 ans. Sur plus de 10 ans, vous pouvez envisager de prendre des risques. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes prêt à le faire, et donc à vous de voir si vous êtes prêt à prendre un peu, moyennement ou beaucoup de risques. On a tous une sensibilité aux risques différente. Et justement, mais pour établir ce profil d'investisseur, tout seul, c'est peut-être pas évident. Qui peut m'aider? Déjà, vous avez des outils qui peuvent vous aider et par exemple, l'AMF a un outil qui vous permet de mieux vous connaître en tant qu'épargnant avec quelques questions. Vous le retrouverez sur notre site amf-france.org dans l'espace épargnant. Et ensuite, quand vous allez voir votre conseiller, il va vous poser des questions pour déterminer votre profil investisseur afin de pouvoir vous proposer un produit adapté. Donc, il va vous poser des questions, notamment sur votre tolérance au risque, avec des questions assez précises. Et il faut savoir que ça fait partie de ses obligations. D'accord. Donc là, on vient de le voir. 1, il faut définir ses projets d'épargne. 2, son horizon de placement. Être au clair aussi avec son appétence ou son aversion au risque. Est-ce qu'il existe d'autres critères ou d'autres éléments à prendre en considération? La fiscalité, on sait que c'est vraiment un point important pour les Français. Les frais peut-être aussi? Oui, effectivement, la fiscalité, elle va différer suivant les produits, suivant les différents produits d'épargne et de placement. Donc c'est important de regarder.
Il faut également regarder les frais. Les frais, c'est effectivement un point important parce qu'ils ont un impact non négligeable sur le rendement de votre placement. Et il faut regarder également la disponibilité de votre argent en cas de besoin. Alors c'est vrai que j'ai évoqué l'épargne de précaution qui, elle, doit être disponible immédiatement sur un livret d'épargne. Mais il peut y avoir des situations où votre épargne de précaution ne va pas suffire parce que voilà, c'est un événement peut-être important ou un gros coup de cœur. Il faut savoir que même si on a des produits de placement, d'investissement, on peut, dans un certain nombre de cas, récupérer son argent. Donc, par exemple, sur des actions, des fonds, dans la plupart des cas, on peut les revendre rapidement, facilement, et donc récupérer son argent. Même si c'est conseillé de les détenir sur du long terme, on peut malgré tout récupérer son argent à plus court terme ou moyen terme. Alors, je crois que j'ai retenu une idée qu'il était important de s'intéresser aux frais. Et parce que ça pouvait avoir un impact sur son investissement. Vous pensez à quoi exactement? Alors effectivement, les frais ont un impact important et ils sont de différentes natures. Déjà, vous avez ce qu'on appelle les frais ponctuels. Donc c'est par exemple les frais de courtage quand vous passez un ordre de bourse. Ça peut être aussi sur un fonds des frais d'entrée et puis après des frais de sortie quand vous les revendez. Tandis que d'autres frais sont ce qu'on appelle des frais récurrents. Par exemple, vous avez des frais de gestion annuels. Donc tous les ans, vous payez ces frais de gestion. Et par ailleurs, vous avez aussi des frais qui peuvent être prélevés à deux niveaux. Vous avez des frais prélevés au niveau de l'enveloppe, c'est-à-dire là où vous effectuez vos investissements, donc par exemple l'assurance vie ou le PEA. Et donc, c'est des frais qui sont liés au service rendu par l'intermédiaire auprès duquel vous investissez. Et l'autre niveau, c'est des frais liés au produit lui-même, c'est-à-dire les actions par exemple, les parts de fonds actions dans lequel vous investissez. Donc il y a effectivement des frais de différentes natures à différents niveaux, donc il faut bien se renseigner. Et qui peuvent s'empiler, donc on sait que très rapidement ça peut atteindre 3, 4, 5% et donc rogner la performance. Alors pour qu'on comprenne bien, je crois que vous nous avez préparé un exemple chiffré pour 1 000 € placés à 5% par an. Oui, donc je pense que vous voyez un graphique à l'écran. Donc la personne place 1 000 € au départ. Donc c'est ce que vous voyez au début. Et en fait, vous voyez du rouge et du bleu. Le rouge, c'est les montants bruts avant les frais. Et en vert, c'est le montant net de frais. La première année, donc il place 1 000 €, mais il va payer 50 € de frais, 13 € de frais liés au service et 37 € liés au produit. Donc en fait, il a 950 €. Les années suivantes, il va acquitter chaque année des frais récurrents, les frais de gestion que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous voyez à chaque fois cet écart entre le montant brut et le montant net de frais. Et donc si au bout de 5 ans, il vend ses parts, il va en fait récupérer 1 090 €, ce qui correspond à un rendement net de frais annuel moyen de 1,7%. Si aucun frais n'avait été prélevé, c'est ce que vous voyez en haut avec la courbe rouge, la valeur du placement des 1 000 €, donc placés 5 ans plus tôt, aurait atteint 1 276 €. Donc vous voyez la différence entre les 1 276 € bruts et les 1 090 € nets. Donc il faut vraiment bien se renseigner sur les frais qui peuvent être différents d'un produit à l'autre et d'un intermédiaire financier à l'autre. Oui, parce que 5% de rendement ou 1,7, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on comprend tout de suite l'intérêt de réduire les frais au maximum. Et justement, pour rester dans la même idée, si l'investisseur, comme beaucoup de Français aujourd'hui, recherche avant tout à maximiser leurs gains, quels conseils pouvez-vous leur donner ? Je dirais d'abord qu'il faut tenir compte du risque qu'on est prêt à prendre et donc bien estimer sa tolérance au risque et donc ne pas la surestimer. Parce qu'il faut savoir que le rendement et le risque ne vont pas l'un sans l'autre, donc un placement sans risque rapporte peu, mais pour espérer obtenir un meilleur rendement, il faut accepter de prendre des risques et donc d'investir sur les marchés financiers. Et puis je dirais aussi un conseil de vigilance. Il faut vraiment être vigilant parce qu'il ne faudrait pas tomber sur une arnaque. Les escrocs, eux, ils ont tendance à vous proposer des placements sans risque, avec un rendement élevé, même le plus souvent disponible, livret or, livret crypto, etc., pour pouvoir vous attirer. Mais qui dit rendement élevé, dit risque élevé. Donc si on parle de rendement élevé sans risque, en fait, ça n'existe pas, c'est une arnaque.
Alors, une fois tous ces points, toutes ces mises en garde, toutes les étapes respectées, concrètement, comment on choisit un placement plutôt qu'un autre? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une profusion de produits. On a les actions classiques, les obligations, des ETF, des fonds à promesses ou à formule, des cryptos et même du private equity maintenant. Alors, comment savoir lequel de ces placements répond à ses besoins et ou à son appétence ou à son aversion au risque? Tout d'abord, vous pouvez aller voir votre conseiller, si vous avez un conseiller, ou donc chercher sinon un conseiller. C'est un professionnel, il peut vous aider à trouver le placement adapté à votre situation. Mais vous pouvez aussi souhaiter investir en choisissant vous-même, par exemple en investissant sur Internet. Donc je dirais que le premier réflexe à avoir, c'est déjà de bien se renseigner sur les placements, sur leurs différentes caractéristiques, leur nature, leurs spécificités. Et vous trouverez notamment une mine d'informations sur le site de l'AMF, amf-france.org, dans l'espace épargnant. Ensuite, il faut lire la documentation qui est spécifique au produit. Donc, si je prends l'exemple d'un fonds, vous allez par exemple aller sur notre site, chercher des informations sur ce que c'est qu'un fonds de manière générale, et ensuite aller regarder le site de votre banque, soit parce que vous voulez choisir tout seul, soit pour, par exemple, préparer un rendez-vous avec votre conseiller. Donc, vous allez regarder les différents fonds disponibles, regarder peut-être des petites fiches synthétiques et aller lire après la documentation plus complète. Ça vous permettra de voir ce qui vous semble le plus adapté à votre situation. Et toujours en regardant les critères qu'on a évoqués, c'est-à-dire la durée de placement recommandée, le niveau de risque, la disponibilité ou la liquidité, les frais, etc. Et justement, vous parlez des niveaux de risque. Où est-ce qu'on va trouver cette information? Comment savoir si c'est plus ou moins risqué, plus sûr? Eh bien, toujours en lisant la documentation du placement. En fait, pour tout ce qui est produits dits packagés, donc notamment les fonds, comme les fonds actions, les fonds à formule, les ETF ou encore les SCPI, vous avez un document qui s'appelle le document d'information clé, le DIC ou DIC. En fait, c'est un document qui est prévu par la réglementation européenne, qui est harmonisé et qui est un document synthétique en 3 pages. Et à travers ce document, vous allez retrouver les caractéristiques essentielles du placement, sa nature, voilà, toutes les infos essentielles. Et notamment, vous avez un indicateur de risque avec une échelle qui va de 1 à 7, 1 correspondant aux placements les plus sûrs et 7 aux placements les plus risqués. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée du risque du placement. Un grand écart, mais en même temps, est-ce que c'est vrai que pour espérer gagner plus, il faut prendre plus de risques? Oui, parce que, comme je l'ai déjà évoqué, rendement et risque sont étroitement liés. Donc si vous voulez plus de rendement, il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire de ne pas forcément récupérer l'intégralité de votre mise. Alors, un rendement élevé, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas forcément évident à déterminer. En général, c'est un rendement supérieur à celui des placements garantis. Donc, sur les marchés financiers, on prend en général comme référence le taux des emprunts des États les plus solides. Bon, c'est peut-être un petit peu complexe pour un épargnant. Pour un épargnant français, en général, le taux du livret A, c'est une bonne référence. Donc, si on considère qu'un placement rapporte plus que le taux du livret A, c'est très probablement un placement qui comporte un risque. Et en fait, plus l'écart avec le taux de référence, donc par exemple le taux du livret A, est élevé, plus le risque est important. D'accord. Alors que penser de tous ces produits qui fleurissent là sur Internet, qui promettent du 6, du 8% par an, et même certains font mieux, ils font du 6 ou du 8% par mois? Oui, alors je dirais que ça dépend. Parce que vous pouvez avoir des placements qui vont être des placements qui sont bloqués, enfin sur une certaine durée. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'avoir une meilleure performance. Mais si on vous dit que c'est du 6 à 8% garanti, voire disponible, là, c'est plutôt très probablement une arnaque.
Surtout si c'est 6 ou 8% Et par si mois. c'est du 6 à 8% par mois, oui, là, c'est un signal important d'une probabilité d'arnaque. D'accord. Mais en même temps, est-ce que le risque est identique si on parle d'actions, d'ETF, de crypto c'est à peu près la même chose ou il y a une Non, différence? alors bien sûr, le risque, il n'est pas forcément le même, mais de même que d'une action à une autre, d'une obligation à l'autre, d'un ETF à l'autre ou encore d'une crypto à l'autre, le risque n'est pas toujours le même. Si je prends l'exemple des actions, vous n'allez pas avoir le même risque entre une action d'une grande société bien établie et celle d'une start-up qui est une société qui démarre. D'accord, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que parfois, on peut tout perdre, enfin perdre tout son argent, que ce soit en bourse ou sur les cryptos. Vous confirmez, Florence? Oui, c'est possible de perdre la totalité effectivement de son argent quand on investit en bourse sur les cryptos. Alors même si il est quand même rare que la valeur d'une action ou d'une crypto devienne nulle, donc perdre la totalité c'est un peu exceptionnel, mais perdre une grande partie, oui, ça reste possible. Alors justement, pour éviter de tels scénarios catastrophes, est-ce que vous avez des recommandations, des préconisations pour essayer de minimiser ou lisser les risques? Oui, alors je dirais que tout d'abord, il faut diversifier ses placements. Diversifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir sur des placements différents qui ne vont pas forcément évoluer dans le même sens au même moment, comme des placements sur différents secteurs ou différentes zones géographiques. Et comme on dit souvent, et ça je pense que c'est une image facile à retenir, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est la première règle, la diversification. La deuxième, c'est celle d'investir régulièrement, par exemple tous les mois, parce que ça va permettre de lisser les fluctuations du marché en n'investissant pas toujours au plus haut, mais aussi à des moments où les cours vont être plus bas. Et puis, troisième recommandation, comme j'ai déjà indiqué, il faut investir en fait sur le long terme et donc avoir du temps devant soi. Idéalement, on considère qu'il faudrait avoir au moins 10 ans. Et je crois que vous voyez un graphique à l'écran. Il montre que plus la durée du placement est longue, moins le risque du placement est élevé. Vous voyez que les courbes se réduisent et donc les fluctuations sont plus faibles. Alors une fois qu'on a passé en vue tous ces éléments, concrètement, et qu'on a choisi son support, à qui on s'adresse pour investir? On va se tourner vers son banquier, son assureur, son gestionnaire de patrimoine? Alors, on peut effectivement s'adresser à différentes personnes, celles que vous citez. Vous pouvez vous adresser à une banque, votre banque. Alors, soit ça va être une banque qui a un réseau d'agences dans laquelle vous avez en général un conseiller. Donc, vous pourrez faire appel à ce conseiller qui vous aidera à choisir, qui pourra même vous proposer un placement adapté à votre situation. Mais même dans une banque à réseau, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi choisir vous-même, investir sur Internet. Vous pouvez aussi donc choisir une banque ou un courtier qui va être 100% en ligne et dans ce cas-là, vous faites vos choix seuls sur Internet. Si vous passez par un assureur, il peut vous proposer d'investir à travers un contrat d'assurance vie. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant peut également vous conseiller pour investir s'il a le statut de CIF, de conseiller en investissement financier. Et puis, on a parlé aussi déjà un petit peu de cryptoactifs. Oui, pour investir en cryptoactifs, il faut passer par une plateforme qui a le statut de PSCA, de prestataire de services sur cryptoactifs. Justement, vous parlez des cryptos, mais avec la multiplication des acteurs en ligne et des arnaques, notamment sur les cryptos, comment peut-on vérifier le sérieux de son interlocuteur? Eh bien, il faut vérifier les autorisations de son interlocuteur. Pour cela, en fait, il y a différents registres. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des registres différents. Pour les banques, c'est un registre qui s'appelle Regafi. Donc, il y a un site du Regafi où vous pouvez aller vérifier les autorisations de la banque. Pour les conseillers en investissement financier, c'est l'ORIAS. Et donc, là aussi, vous pouvez aller sur le site de l'ORIAS, vérifier si le conseiller a bien les autorisations. Et puis, pour un prestataire de services sur cryptoactifs, il y a une liste blanche de l'AMF. Alors, si vous allez sur l'espace épargnant que j'ai évoqué tout à l'heure sur le site de l'AMF, vous trouverez un article pour justement vérifier les autorisations où tout cela va vous être détaillé. D'accord. Donc si je comprends bien, si je ne trouve pas le nom de mon interlocuteur et de ses références dans ces différents registres, c'est niette, j'investis pas. Alors. Oui, si vous ne le trouvez pas,
c'est qu'il n'a pas les autorisations. Donc il ne faut pas investir parce que vous risquez de tomber sur une arnaque. D'accord. Et en cas de démarchage, ou si, comme ça arrive souvent, hein, j'ai rempli un formulaire en ligne pour demander à ce qu'on me rappelle, il se passe quoi? Alors, il faut savoir que pour le démarchage, il faut aussi une autorisation. En fait, les démarcheurs, ils ont l'obligation de présenter une carte de démarchage. Donc, n'hésitez pas à la demander si vous êtes démarché. Et puis, alors, quant aux formulaires en ligne, je dirais qu'il faut vraiment se méfier de ces formulaires en ligne. Donc, ces formulaires où vous devez laisser vos coordonnées pour en savoir plus sur un produit. En fait, c'est un moyen de récupérer vos coordonnées pour pouvoir ensuite vous contacter et vous inciter à souscrire le produit. Et il faut être prudent parce que c'est une technique qui est souvent utilisée par les escrocs. Je ne dis pas que tous ceux qui l'utilisent sont des escrocs, mais en tout cas, les escrocs utilisent souvent cette technique. Et puis surtout aussi une bonne pratique, ne donnez jamais des informations personnelles sur Internet sans savoir précisément à quelle société vous avez affaire. Alors en cas de doute, est-ce qu'il y a un bon réflexe à adopter? Oui, vous pouvez contacter le centre de relations avec les publics de l'AMF qui s'appelle AMF Épargne Info Service. Soit vous le contactez par un formulaire de contact qui est sur notre site internet, soit vous pouvez aussi les appeler. Donc par téléphone au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30. Alors de manière plus générale, est-ce qu'il y a une liste d'erreurs à éviter pour bien investir justement? Oui, je dirais qu'il y a 3 principales erreurs. La première, c'est de ne pas se poser de questions sur ses besoins, ses projets, sa situation et sa relation également au risque comme on l'a vu. La deuxième erreur, c'est de ne pas se renseigner suffisamment sur les produits ou de se fier aussi à une seule source d'information. C'est important de varier, croiser ses sources. Et la troisième, c'est de ne pas vérifier les autorisations de l'intermédiaire par lequel on souscrit, et donc avec le risque de tomber sur une arnaque. Alors, merci pour toutes ces explications, Florence, mais le temps tourne et j'ai vu que les questions arrivaient sur le live. Donc maintenant, place aux questions des internautes. J'ai noté une première question d'Alicia qui écrit « On voit souvent écrit justement « Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ». Ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, Alicia, je dirais qu'en fait, en bourse, les performances ne se reproduisent pas. En fait, c'est vrai que les épargnants ont tendance à accorder une importance aux performances passées. Et en plus, si elles sont flatteuses, on sait qu'il y a des intermédiaires financiers qui vont avoir tendance à les mettre en évidence. Mais avec des marchés financiers qui fluctuent sans cesse, il y a peu de chances en fait que de bonnes performances vont se reproduire à l'identique. Si je prends un exemple, par exemple, si vous avez un fonds et que vous voyez notamment dans un document qu'il a fait plus 15% sur 3 ans, vous n'avez aucune certitude que ça va se prolonger et qu'il va faire encore 15% sur les années suivantes. Il peut bien sûr faire plus ou un peu moins et il peut aussi y avoir une baisse sur les 3 années suivantes. Ce qui ne veut pas dire que si vous restez 10 ans, vous n'allez pas finalement bénéficier d'une hausse. Donc voilà, on a vraiment des marchés qui fluctuent. Donc on n'a aucune idée de ce que sera l'avenir. Donc restez vigilants toujours. On a une question de Bernard qui dit j'ai voulu souscrire un ETF dans ma banque et mon conseiller m'a bombardé de questions. Est-ce que c'est normal ? Oui, oui, tout à fait Bernard. C'est normal. En fait, votre conseiller il doit vous poser un certain nombre de questions pour pouvoir ensuite vous proposer un placement adapté. Donc il va vous poser des questions sur votre situation, donc votre situation financière, sur vos objectifs, vos connaissances et votre expérience en matière d'investissement. L'objectif, c'est qu'il puisse bien vous connaître et vous proposer un placement adapté. Si vous ne connaissez pas bien, il ne pourra pas vous proposer un placement adapté. Donc il faut savoir déjà que c'est une obligation pour lui, c'est une obligation réglementaire et que c'est vraiment dans votre intérêt pour avoir un placement qui soit adapté. Le fameux profil investisseur. C'est ça. Voilà.
Alors, je prends une autre question de Damien qui dit « Je suis sur Insta un influenceur, il y en a beaucoup, qui pousse sa communauté à pratiquer le trading haute fréquence. Il dit qu'il est possible de s'enrichir rapidement. Oui, il n'est pas seul à le dire, mais il a des doutes. On le comprend. Que faut-il en penser? Déjà, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle pour s'enrichir rapidement. Ça n'existe pas malheureusement, donc soit vous allez prendre des risques importants et sans certitude d'avoir des gains élevés à court terme, soit vous prenez quand même le risque de tomber sur une arnaque. Et on sait qu'il y a des influenceurs qui font la promotion de plateformes non autorisées. Voilà. Et l'AMF a déjà sanctionné quelques-uns, je crois. Alors Marie s'interroge et se demande si elle peut commencer à investir avec seulement 100 ou 200 euros par mois, ce qui est déjà pas mal. Et une autre question, est-ce qu'il vaut mieux investir d'un seul coup ou progressivement? Je dirais que oui, Marie, vous pouvez investir avec de petites sommes, ou déjà des sommes effectivement mensuelles qui sont déjà satisfaisantes. Et investir régulièrement, c'est vraiment une bonne pratique, comme on l'a vu, parce que ça permet de lisser les cours, d'investir en fait à des moments différents. Donc c'est plutôt bien de faire 100 ou 200 euros tous les mois plutôt que de mettre une grande somme à un moment donné et prendre le risque d'investir au plus haut avec ensuite la bourse qui va redescendre. Alors on a Célestin qui s'interroge et nous demande que penser des placements à la mode que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Par exemple, on parle beaucoup du private equity en ce moment. Est-ce vraiment intéressant pour un particulier? Et peut-on investir avec une petite somme ou c'est plutôt réservé pour les grandes fortunes? Alors en fait, le capital investissement ou le private equity en anglais, c'est la prise de participation dans des sociétés non cotées en bourse. Et en fait, l'objectif, c'est de financer leur démarrage ou encore leur développement ou aussi leur transmission, cession. Alors pour des particuliers, ça peut se faire à travers des fonds, donc y compris avec des petites sommes. Il y a ce qu'on appelle les FCPR, les fonds de commun de placement à risque, et d'autres qui sont en fait des formes de FCPR, les FCPI, les fonds communs de placement dans l'investissement, ou encore les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Mais il faut savoir que ce sont des fonds qui sont très risqués et avec plusieurs risques. Alors bien sûr le risque de perte en capital dont on a beaucoup parlé à travers ce live, mais aussi un risque d'illiquidité. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir du mal en fait à revendre ces fonds et donc à récupérer votre argent. Donc il faut en être conscient et en contrepartie de cette prise de risque, vous allez pouvoir bénéficier de performances potentiellement avantageuses et il y a aussi des réductions fiscales. Ouais. Mais quand même, attention, c'est quand même un placement qui n'est pas à mettre entre tous les portefeuilles. Oui. Voilà. Alors on va prendre une toute dernière question, celle de Clara qui est étudiante et elle a vu qu'il était possible d'investir à partir de 1 euro en fractionné et elle se demande si c'est intéressant ou si ça cache quelque chose. Alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de fractionnement d'actions. En fait, le fractionnement d'actions, c'est une offre qui permet d'acquérir une partie, donc par exemple 1/10 d'une action ou encore d'un autre instrument financier, notamment parce que la valeur unitaire est élevée. C'est vrai que vous avez des actions qui valent quelques 700, milliers d'euros ou de dollars, donc c'est conséquent. Mais il y a différentes offres en fait derrière de fractionnement d'actions. Vous avez des offres où vous allez pouvoir acquérir des vraies fractions d'actions. En général, ça se fait à travers un programme d'investissement mensuel. Et en fait, les actions sont regroupées. Et dès que vous avez l'équivalent d'une fraction entière, vous détenez cette action. Et ce qui veut dire que vous bénéficiez des droits sur la détention des actions, c'est-à-dire le dividende et le vote en assemblée générale. Mais à contrario, il y a d'autres offres qui vont être des contrats financiers, notamment avec des produits dérivés, où en fait ce sont des contrats qui vont chercher à répliquer le cours de l'action sous-jacente et donc vous ne détenez pas réellement cette action. En plus parfois ça peut être un peu risqué parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de levier, donc ça multiplie les gains mais aussi potentiellement les pertes. Mais en tout cas voilà, vous ne détenez pas réellement l'action,
Donc vous ne toucherez pas de dividendes et vous ne pourrez pas voter en assemblée générale. Donc c'est important de bien se renseigner sur l'offre, de bien lire la documentation parce que ce n'est pas toujours évident, clair de premier abord. Donc toujours redoubler de vigilance. Oui, oui, et puis bien lire la documentation, comme on l'a dit, c'est vraiment important. Alors nous arrivons à la conclusion du live. Si vous voulez faire le plein d'informations et de conseils sur l'épargne et l'investissement, consultez le site de l'Autorité des marchés financiers, amf-france.org. Vous y trouverez des guides et des articles sur ces différentes thématiques. Alors encore un très grand merci Florence Corne pour toutes vos explications. Merci Laurence. Merci à tous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt.